bonsoir. Monsieur Tonou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Bienvenue dans votre émission Le Scanner, mesdames et messieurs. Nous sommes lundi 1er novembre, dernier mois de l'année 2025. Merci de nous suivre un peu partout à travers nos pays. Merci de nous dans tout Conakry. Merci également de nous écouter du côté de Sigiri. Merci de suivre du côté de la Moyenne-Guinée. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout. Merci de nous suivre surtout l'univers numérique du groupe Kavi Media. Au menu de ce lundi, après plusieurs jours d'intenses discussions avec le gouvernement, l'intersyndicale de l'éducation annonce une grève générale et illimitée à partir de ce lundi 1er décembre sur l'ensemble du territoire national. Une annonce qui intervient après l'échec des négociations autour de leur plateforme revendicative, notamment autour du statut particulier des enseignants. Une décision qui divise et fracture le mouvement. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée se désolidarise et dit opter pour le dialogue. Pendant ce temps, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation s'abîme dans un bicéphalisme persistant. Mais cette question, comment en est-on arrivé là et jusqu'où ira ce bras de fer entre les factions? Si tout va bien, nous aurons dans ce studio et sur ce plateau Elaz Yamoussa Younoussa Kamara. Il est le porte-parole de la FSPE, version Salifou Kamara. Sur le continent, l'actualité reste marquée par la crise bissau-guinéenne où le président Oumarou Sissoko Embalo a été renversé par un putsch militaire mercredi dernier. Coup d'État pour certains, une simple mise en scène pour d'autres, de quoi réveiller une apparente dualité entre le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Arrivé jeudi dernier sur le sol sénégalais, Embalo n'aura fait que 24 heures avant d'atterrir au Congo-Brazzaville, où il compte désormais s'y installer. Cette question, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pourra-t-elle cette fois-ci affirmer son autorité ou tout simplement confirmer son inexistence? Décryptage également à suivre dans la dernière partie de cette émission. Mesdames et messieurs, voilà le menu de ce lundi. Installez-vous confortablement, nous larguons les amarres. C'est parti pour 90 minutes de débat avec les chroniqueurs de ce lundi. Mohamed Loba, bonjour. Bonjour Yahya Diallo, bonjour à notre invité, bonjour à tous. Yamoussa Cheikh Kamara, le Golden Boy, bonjour. Bonjour Yahya, bonjour au peuple de Guinée. Et je te rappelle que c'est le 1er décembre. Attention, il ne faut pas nous faire revenir en arrière. Il ne veut pas avancer. C'est le mois de la présidentielle. Attention, il faut l'accueillir à bras ouverts. Ouais. Je me retrouve au Congo. Et Doumbouya, et Yorubalé et Makale ne vont pas apprécier ça. Parce que c'est le mois de la présidentielle, mon frère. Ils sont dans la campagne avec tous les pieds. Avec tous les pieds. Voilà. Alors, les objectifs, c'est différent.
Elazia Moussa Younoussa Kamara, bonjour. Bonjour, chers journalistes, bonjour à tous vos millions d'éditeurs qui nous pratiquent présentement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Alors, Yamsa Sidibé, on le disait, il y a de cela plusieurs jours, les négociations entre l'intersyndicale de l'éducation et le gouvernement s'est soldées par un échec. Conséquence, une grève est annoncée ce lundi, à partir de ce lundi, par l'intersyndicale, qui tout de même se fracture. Justement, une grève qui a deux visages ce matin. Justement, vous allez comprendre que depuis que le mot d'ordre a été lancé par l'intersyndicale de l'éducation, composé particulièrement de la FSPE, SNE, justement, puisqu'il faut quand même comprendre que le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, dirigé par Aboubacar Souma, ne prend pas part et s'est désolidarisé d'ailleurs, ce depuis le dépôt du préavis fait par l'intersyndicale composée désormais de la FSPE du SNE. Et donc cette fracture et cette division donc au sein des structures syndicales composant ainsi l'intersyndicale de l'éducation avérée justement aux grandes dames de tout le peuple de Guinée. Et on en a vu depuis ces dernières 24 heures ce qui se passe dans la cité, surtout au niveau des différentes plateformes de l'éducation, surtout sur la toile et sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire et sur Meta et sur la plateforme WhatsApp, il y a des clashs qui se font des prises de bec, des prises de position, même des clashs, il faut dire ici, pour le langage facile, le français facile, pour permettre à certains de nos auditeurs de comprendre, se passe entre les responsables syndicaux, entre syndiqués, entre camarades syndicalistes. Aujourd'hui, le mot d'ordre reste maintenu, mais il faut quand même comprendre qu'avec peu d'effets, puisque l'impact... Alors, vous avez déjà fait le constat ce matin. Avec peu d'effets, avant de sortir ce matin, j'ai eu quand même à faire quelques petits constats dans quelques écoles de ma circonscription. Donc le constat révèle que c'est vrai, la grève semble avoir un impact sur les écoles publiques, mais au niveau des privés, ce n'est pas comme ça. Il faut aller, même après cette émission, il faut aller voir les écoles privées fonctionnent à merveille, les cours sont dispensés. On a nos équipes sur place, donc, la rédaction. C'est ça la réalité de ce matin. On ne sait pas ce qui va arriver, mais quand même il faut comprendre que la négociation continue de l'autre côté, puisque le SLEG qui s'est désolidarisé a tenu à préciser qu'il va se retourner encore autour de la table du côté du ministère du Travail et de la Fonction publique avec les délégués ou même les médiateurs envoyés par les autorités, par le gouvernement pour continuer les discussions, puisque selon le SLEG, il n'y a pas lieu d'enclencher une grève générale illimitée, étant donné qu'il y a déjà des acquis qui sont obtenus autour de ces négociations. Vous vous rappelez, au niveau des grades et échelons déjà, il y a également ce qu'on appelle des avancées de ce côté-là, et puis derrière, on a obtenu le déblocage, il faut dire, à partir de ce mois de décembre, des salaires qui sont bloqués, des salaires des enseignants qui sont bloqués depuis 2023-2024. Pour certains, oui, 2023. Pour certains, 2023, pour d'autres, 2024, jusqu'ici. Donc pour SLEG, il y a quelque part des avancées. Donc il faut faire attention, vu que selon le syndicat des enseignants et chercheurs de Guinée, la grève doit intervenir en dernière position. Mais sauf que cet avis n'est pas partagé par la FSPE et le SNE. La FSPE dirigée par Salifou Kamara et El-Gassimou Bari. Donc on en vient et on en parle justement, puisqu'il y a deux responsables syndicaux qui sont aujourd'hui à la tête de cette structure syndicale appartenant justement à la centrale CNTG. Et puis il y en a également le SNE, le syndicat national des enseignants, dirigé par le camarade Michel Pépé Balamou. Et donc ces deux ont appelé à cette grève générale et illimitée. Et vous avez vu depuis que le SLEG d'Aboubacar Souma s'est désolidarisé, tout ce que cela a provoqué comme bruit. Le week-end dernier, on a assisté à cela, une bagarre qui a éclaté entre même les pros
et les anti-grève, c'est-à-dire ceux qui sont du côté de l'intersyndicale SNE, FSPE, et puis ceux-là, les autres syndicats, les autres camarades syndicalistes qui soutiennent mordicus la position du SLEG qui ne veut pas aller en grève. On a vu, ça a fait des bruits sur la toile. Des altercations physiques. Des altercations physiques. Ouais, et des injures publiques, oui. Des altercations physiques et aussi verbales, il faut le constater, puisqu'il y a eu des écarts de langage. Donc, ils ont terminé à la main, justement, entre camarades syndicalistes, ce qui est à déplorer. Et aujourd'hui, depuis que le SLEG s'est désolidarisé de ce mouvement-là, bon, pas désolidarisé de façon définitive, mais en tout cas, le SLEG a pris position contre SNE, FSPE. On voit combien de fois la situation semble confuse de ce côté-là. Il a fallu jusqu'à hier l'intervention donc de la société civile, notamment le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, CNOSC, dirigé par Ange Gabriel Abba, qui a décidé de prendre le taureau par les cornes pour essayer de rapprocher les partis, essayer d'appeler les syndicalistes à l'unité d'action syndicale et intervenir de sorte que cette grève ne puisse pas impacter le déroulement des programmes dans nos concessions scolaires. Donc la rencontre d'hier entre SNE et FSPE a duré presque toute la soirée et la résultante de cette rencontre également, on en a connu puisque le syndicat SLEG, SNE, FSPE s'est déclaré ouvert donc à toute discussion avec la société civile, mais à condition que cette société civile puisse avoir un accord de la part du gouvernement pour obtenir gain de cause dans la plateforme revendicative. Un accord de principe, notamment la signature du statut particulier, puisque c'est le point nodal de cette revendicative déjà introduite par l'intersyndicale de l'éducation. Le CNOSC, justement, on peut notamment dire à partir de maintenant que la balle se trouve au niveau de la société civile. Mais à ce point-là, il faut quand même comprendre que ces négociations ont commencé depuis longtemps. Cette revendication ou cette plateforme revendicative a été introduite il y a de cela peu. Et donc, depuis les vacances, on assiste à ces menaces de grève. Et jusqu'ici, on continue à exiger la signature du statut particulier, chose qui n'est pas encore entrée en vigueur jusqu'à maintenant. Le point nodal de la plateforme revendicative. Depuis plus de 2 semaines, les discussions se poursuivent du côté du ministère de la fonction publique, du ministère du travail de la fonction publique. Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu fumée blanche, chose qui a irrité derrière et le SNE et la FSPE d'enclencher une grève générale et illimitée. Donc aujourd'hui, il n'y a rien. Il faut quand même comprendre que c'est la société civile qui veut intervenir, qui vient en dernier ressort pour en tout cas essayer de faciliter les choses dans cette situation. Peut-être, là où les syndicalistes ont échoué, peut-être la société civile va réussir, puisque Ange Gabriel Abba, qui est le coordinateur général ou le coordinateur même du CNOSC, a dit qu'il va se reposer sur ses... C'est le président du CNOSC désormais. C'est le président justement du CNOSC, pas le coordinateur, le président, j'y arrive. Il a dit qu'il va utiliser toutes ses relations au sein du gouvernement afin d'obtenir gain de cause, afin d'éviter de justesse cette grève déjà enclenchée. On a parmi nous ici en syndicaliste d'ailleurs, il est membre de la FSPE. On sait ce qui se passe. Peut-être le dessous, ce qu'on ne sait pas ou le non-dit dans cette bataille syndicale, il nous en dira davantage. Mais ce qui est sûr pour le moment, la grève est observée de façon divisée sur le terrain. Mohamed l'OSLEG, qui d'habitude est considéré comme étant l'aile dure du syndicat de l'éducation dans notre pays ici, se désolidarise et dit opter pour le dialogue étonnant. Oui, tant que c'est possible, je crois que tant que c'est possible de
d'avoir quand même ou d'obtenir gain de cause de toutes ces négociations là, ou de toutes ces discussions avec le gouvernement. Il faut quand même tenter. On a dit aujourd'hui nous sommes engagés dans un processus électoral. En rajouter une couche de grève à ce processus là, il faut quand même s'attendre à ce qu'on ne souhaite pas aujourd'hui, parce que à chacun ses problèmes, Ahmed. Oui, pas ça. À chacun ses problèmes. Très bien. À chacun ses problèmes, on le comprend, qu'à chacun ses problèmes, mais parfois aussi il faut savoir négocier. Il y a quand même ce double langage, si on peut le dire comme ça, du SLEG, qui a quand même aussi étonné plus d'un, parce que le samedi, bien avant samedi, la dernière assemblée générale du SLEG, on a entendu, avant vendredi, nous avons entendu Aboubacar Chouma qui disait lui-même qu'ils viendront, c'est-à-dire à cette dernière journée des négociations, avec un avis de grève. Donc ça veut dire que si ça ne marchait pas, on pouvait de facto enclencher une grève à partir du lundi qui est aujourd'hui. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Il nous parle d'une possibilité de tomber d'accord ou de trouver, disons finalement, solution à ce problème qui a longtemps duré. On parle du point nodal qui est aujourd'hui la signature du statut particulier des enseignants. Depuis 2023, on en parle. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu gain de cause. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui reculer le gouvernement par rapport, disons, à cette signature du statut particulier des enseignants? Vous connaissez aujourd'hui le poids du SLEG c'est-à-dire dans le monde syndical, surtout quand il s'agit de l'éducation. Nous avons vu beaucoup, disons, de preuves du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée en termes de mobilisation et surtout aussi en termes de couverture vis-à-vis du territoire national. Si vous prenez la représentativité du SLEG, vous allez tout de suite dire, si vous êtes honnête, que s'il n'y a pas, si le SLEG n'est pas associé à une grève, c'est très difficile. Le SLEG qui se déchire à l'interne aussi, Mohamed. Ben oui, mais voilà. Le SLEG reste le SLEG. Non, dès l'instant qu'il y a une crise interne, la crise que nous connaissons, c'est passé. La crise que nous connaissions, c'était celle qui divisait Aboubacar Chouma et puis Dame Kadiatou. Aujourd'hui, les altercations de ce samedi relèvent évidemment, mais malaise quel incident. Aujourd'hui, vous avez vu Cheikh qui a quand même eu à faire un constat par rapport à l'évolution des cours ce matin dans les écoles. Un constat partiel, hein? Enfin, on peut le dire comme ça. Peut-être à mi-journée, on aura quand même, disons, une conclusion. En tout cas, quand même aussi à mi-journée à tirer. Donc, pour le moment, il ne faut pas s'affoler. Il faut dire que le SLEG pèse. On ne peut pas ne pas le reconnaître. Il faut juste revoir un peu, disons, les différentes grèves enclenchées ici par le SLEG. Et si c'est ces derniers temps-là que les gens ont commencé à beaucoup entendre parler d'autres certains syndicats, il faut être honnête. Nous sommes tous en Guinée, nous avons été reporters et nous le sommes. Et donc nous connaissons les réalités du terrain. Ce qui m'a étonné, je dis bien que c'est ce double langage du SLEG, parce que je n'ai pas compris qu'est-ce qui n'a pas marché, ou finalement qu'est-ce qui a marché, qui a pu quand même, disons, faire reculer le SLEG vis-à-vis de l'avis de grève dont on nous a brandi, ou dont on nous a parlé avant samedi lors de la dernière assemblée, ou l'avant-dernière assemblée générale du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Donc il y a cette interrogation là aujourd'hui qu'il faille se faire. Est-ce que les raisons sont connues, le SLEG l'a dit. Oui, mais pas en profondeur. Ce sont des raisons de couverture. Donc il faut comprendre. Je parle des dessous, des vraies raisons aujourd'hui qui ont poussé le SLEG. Parce que la véritable revendication quand même, disons, des enseignants aujourd'hui reste la signature du statut particulier. Les autres revendications, ce sont des revendications aujourd'hui greffées à cette revendication centrale. On ne peut pas le nier. Eux-mêmes le savent. Le point nodal, le point, c'est-à-dire le plus culminant, si on peut le dire comme ça, c'est cette revendication autour de la signature du statut particulier des enseignants. C'est cette revendication qui traîne depuis 2023. Quand on parle aujourd'hui du cas des salaires, ça, c'est presque, disons, récent, et c'est pour des motifs aussi qui sont connus, c'est pour des raisons qui sont très bien connues. Moi, je parle aujourd'hui des motivations réelles quand même de ce recul de
dernière minute du SLEG. Non, mais la signature même du statut particulier vous comprenez regroupe tout ça, l'augmentation du salaire. L'augmentation, au fait, c'est des petits. Il y a 12 points inclus. Il y a 12 points. Donc, vous comprenez. Est-ce qu'il faut encore, disons, pointer du doigt le gouvernement d'en être responsable encore de cette déchirure à l'interne, notamment de ces mouvements syndicaux? Et c'est une autre interrogation qu'il faille quand même se faire, parce que de par le passé, on nous a fait une mauvaise habitude. Il y a aucun lien, Mohamed? C'est vous qui le dites. Il y a un lien, forcément. Non, c'est lui qui le dit. Non, ils sont assez responsables pour connaître leurs objectifs. Les gens ont toujours été assez responsables. Je suppose. Mais d'où est né ce bicéphalisme à la tête d'abord même? Il faut même que cette déchirure, parce que c'était quand même prévisible depuis. On en a dit dans cette émission avant que ça ne commence, avec le gouvernement et ses délégués qui sont venus dans l'optique même d'introduire le SNAESUR dans la revendication faite par les autres structures syndicales. Le SNAESUR qui a déjà son statut particulier. Et vous avez vu déjà, le gouvernement a exigé qu'il y ait d'autres structures à la table de négociation. On a même voulu... Cela a soulevé beaucoup d'interrogations. Et finalement, les syndicats qui étaient là ont finalement quand même accepté cela. Pourvu quand même qu'on puisse sortir de ces négociations-là avec au moins quand même, disons, une solution trouvée face à ces différents problèmes, parce qu'ils sont très nombreux. Nous avons été aussi d'accord que le gouvernement avait quand même, ne pouvait peut-être pas, disons, satisfaire tous les points de revendication, mais au moins les points phares ou les promesses, c'est-à-dire dignes de nom, avec des garanties, on pouvait accepter pour éviter à l'école guinéenne, c'est-à-dire une nouvelle grève. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut quand même s'interroger autour de ce revirement à 360 degrés du SLEG. Et c'est important et c'est légitime. Et ce revirement à 360 ou 80, c'est pas ça degrés du SLEG, non. Il y a. On va c'est différent de ce que vous avancez. Hein? Alors. Étonnant, oui. Merci. Allez-y. Très étonnant. Ce revirement du SLEG, quand même, il faut quand même passer ce message. On en a dit, c'était prévisible, et je reviens là-dessus, c'était très prévisible, mais on ne savait pas que c'était le SLEG qui pouvait s'éloigner comme ça des autres structures syndicales. Mohamed Ba vient de dépeindre le poids que le SLEG a. D'accord, dans le monde syndical du pays, surtout dans le secteur de l'éducation. Et vous avez vu, seul lui s'est désolidarisé et ça crée un fossé aujourd'hui dans ce monde-là. Donc, forcément. Oui. Et on comprend aujourd'hui, on voit un peu la face dévoilée, mais on ne voit pas la face voilée. Alors, ce que le syndicat nous dit, est-ce que c'est exactement cela? Puisque derrière, il y a des rumeurs qui courent, comme quoi, voilà. Donc, on ne va pas entrer dans tous ces détails ici, puisqu'on n'a pas de preuves, mais on sait que tout cela va éclater un jour, puisque la vérité, on ne peut pas la couvrir avec nos mains. C'est très difficile, c'est même impossible. Alors aujourd'hui, on s'attendait qu'il y ait cette fracture entre ces structures syndicales, puisque ça a toujours été la méthode du gouvernement. Ça a toujours été la méthode du gouvernement. Il faut se rabattre sur les uns pour diviser les autres. Alors aujourd'hui, si c'est la même méthode qui continue, il faut aussi questionner, d'accord? Il faut poser question aux syndicats du pays, puisque à chaque fois que vous évoluez comme ça en rang dispersé, vous ne pouvez pas obtenir gain de cause. C'est que vous ne pouvez pas sortir victorieux lors de vos combats, c'est-à-dire lors de vos plateformes revendicatives. Il faut quand même continuer ainsi. À chaque fois, c'est comme ça. Si ce n'est pas le SNE qui se désolidarise, c'est l'FSPE qui prend ses pieds, ou soit c'est le SLEG. Mais quand c'est le SLEG quand même, justement, le SLEG, c'est pas n'importe quel syndicat dans le secteur de l'éducation. Le SLEG, c'est celui-là qui est capable de sortir tous les anciens du pays. Évidemment, à un moment donné, Yamoussa m'a coupé tout à l'heure. Hein, donc c'est pas lui qui t'a coupé. Si je peux manger dans son plat aussi, ce n'est pas grave. Ce que je voulais juste souligner, que le SLEG, à un moment donné, ici quand même de l'histoire très récente, notre pays organisait ou enclenchait des grèves à lui seul. Et à lui seul, parvenait quand même à
impacter fortement et voire même faire quand même vibrer le gouvernement. On est en 2018 là. 2018, 2019 jusqu'en 2020, 2021, nous connaissons très bien. Depuis l'arrivée du CNRD, pour parler encore, le SLEG a baissé la garde, Yamoussa. Pour parler encore de donner du poids à des, justement, désolé, à des petites associations, peut-être il faut le dire, à des petits mouvements. Puisqu'aujourd'hui, chacun veut profiter de la situation pour s'offrir une place aux frais. Et on a vu des communiqués de nulle part. Même on nous parle d'un même communiqué des nouveaux fonctionnaires communaux qui se désolidarisent également. La coordination nationale des nouveaux fonctionnaires communaux, signé par Mabinti et un certain Doré. Et Mabinti également, qui est d'ailleurs membre et responsable du bureau exécutif du syndicat national de l'éducation. Évidemment, il est le secrétaire général adjoint chargé de la syndicalisation, si je ne m'abuse. Alors, je ne comprends pas toutes ces positions. Tout est Nyarami. Voilà, tout est mélangé. Bon, on ne comprend pas la position du Guinéen aujourd'hui. Cette intégrité. Il y a une autre association des enseignants communaux aussi qui soutient la grève. Nous manque à chaque fois qu'on veut aller, en tout cas on veut mener une lutte collective. Syndicalement parlant, il y a ce problème. Et ça fait l'affaire du gouvernement, puisque c'est la seule méthode utilisée par les autorités aujourd'hui. Si c'était lui l'instigateur. Pour diviser. Si c'est lui aussi l'instigateur, on pose des questions, c'est au conditionnel. Si c'est le gouvernement, en tout cas, ça fait ses affaires. Eux, on connaît ce qui se passe depuis les années. Donc, il faut que le gouvernement n'a rien à faire, c'est ma conviction. Ils sont assez responsables. La question est la nature. Si le gouvernement n'est pas responsable, c'est une question d'intérêt. Je ne sais pas de quel pied il est responsable. S'il n'est pas responsable, ce gouvernement, je dis, c'est qu'il en sait quelque chose. Et pour le moment, ça fait ses affaires. Puisque vous allez comprendre, depuis le revirement du SLEG, on ne parle plus le MEPUA automatiquement a sorti un communiqué. Jusqu'ici, le ministère était silencieux par rapport à la position, à toutes ces menaces faites par l'intersyndicale de l'éducation. Parce qu'au moment où on était soudés, on était unis, on était solidaires, on savait qu'on pouvait frapper fort. Mais dès l'instant où SLEG s'est désolidarisé du mouvement, on a vu... En ce moment, on parlait de l'intersyndicale. Mais là, aujourd'hui, on parle d'une partie de l'intersyndicale. Jusqu'ici, on parle de l'intersyndicale, mais sauf que l'intersyndicale qui... c'est empiété. Voilà, dépoilé, il faut le dire comme ça. Et donc, aujourd'hui, le MEPUA aussi a sorti un communiqué dans la soirée, vous avez vu hier, appelant les responsables des établissements scolaires à maintenir le bon déroulement des cours et à ouvrir les salles de classe dans l'optique que les programmes peuvent se poursuivre. Tout cela est fait parce que le SLEG s'est désolidarisé. Quelles sont les raisons du SLEG? Ce qu'on a expliqué, c'est qu'on a juste des acquis. Mais derrière, on va continuer à suivre puisque les discussions vont se poursuivre, ne serait-ce que la journée de ce lundi, avec encore les négociateurs du gouvernement. Peut-être là où l'intersyndicale de façon générale composée de la FSPE, du SNE, même du SLEG, élargi du SNAESUR n'a pas réussi. Peut-être le SLEG à lui seul pourra obtenir la signature peut-être de ce statut. Mohamed, on n'est plus dans le temps. Et pendant ce temps, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation s'abîme dans un bicéphalisme persistant. Cette question... Comment en est-on arrivé là et jusqu'où ira ce bras de fer entre les deux factions? Nous avons dans ce studio et sur ces plateaux Elazia Moussa Younoussa Kamara. Il est le porte-parole de la FSPE version Salifou Kamara. Bonjour Elaz et bienvenue. Bonjour les grands journalistes de Kavi Média. Merci d'avoir accepté notre invitation et votre première réaction par rapport à cette situation que traverse l'intersyndicale de l'éducation composée du SNE, de la FSPE, on peut dire peut-être le SLEG, mais qui tout de même... Le SLEG était dedans. On consigne au passé. Ça, on est au passé. Le SLEG se désolidarise. Comment vous jugez justement cette situation à l'interne du mouvement syndical? Merci les grands journalistes. Je dis bonjour à tous les anciens de la République. Et je remercie ma fédération à la tête camarade secrétaire général Salifou Kamara. Je prends la parole ce matin avec un cœur très serré. Un cœur serré par rapport à ce qui se passe dans ma corporation. Très bien. Par rapport au comportement de certains syndicalistes
qui ont tendance à confondre la politique syndicale au populisme syndical. Un cœur serré par rapport à cette division au sein de l'intersyndicale, une intersyndicale qui était soudée, qui a été fondée par la FSPE, le SLEC à l'époque, et puis par après rejoint par les autres. Un cœur serré par rapport à certains mots que nous syndicalistes nous sommes en train d'épouser sans connaître même le sens. Le mot grève générale illimitée. Ouais. C'est des mots révolus. À ce jour. Et pourquoi? Actuellement, c'est la grève perlée qui peut faire mal. C'est-à-dire aux partenaires. C'est-à-dire gréver à un moment donné pour garantir l'emploi, parce qu'on parle de l'amélioration de la condition de vie et de travail quand il y a le travail. Évidemment. Mais en tant que syndicalistes, nous qui sommes les garants de ce travail-là, on ne doit pas être le premier à détruire ce travail. Dire aux anciens, restez à la maison pour une grève générale, illimitée, c'est trop dit. Mais la raison est connue aussi. S'il vous plaît, c'est ma fédération, c'est ma corporation. Nous avons tous suivi des formations par rapport à ça. Ça me fait mal de voir aujourd'hui certains syndicalistes qui sont même devenus des syndicalistes blogueurs à tenir des propos qui ne sont pas, s'il vous plaît, qui ne sont pas en éducation avec notre métier. Parlons. Donc je reviens à ce que vous avez posé comme question. Bien, allez-y. La grève n'a pas sa raison d'être. La négociation continue. Bien. Depuis l'arrivée de ce gouvernement, on a eu beaucoup d'acquis sans passer par la grève. On a eu la prise en charge sanitaire sans passer par la grève. On a eu une augmentation à hauteur de 35% sur le point de liste salariale pour les travailleurs actifs et les retraités sans passer par la grève. On a eu d'autres acquis. Et la porte encore, elle est ouverte. Et donc, ça ne sert absolument à rien présentement d'aller en grève. Donc, la fraction, comme vous avez dit, déjà la FSPE reste la seule fédération et unique fédération au sein de l'intersyndicale. Un serpent à double. Donc, s'il vous plaît, c'est ce que camarade Al-Gassim est en train de faire. C'est une simple manipulation. On y arrivera. Orchestrée par la CNTG. On aura le temps d'en parler. Donc, je vous dis, s'il vous plaît, c'est un syndicaliste, c'est un ancien qui vous parle. Cette grève n'a pas sa raison d'être. La preuve en est qu'elle n'est pas suivie. Alors, en parlant de bicéphalisme à la tête de la FSPE, on voit que depuis le procès en avril dernier du camarade Salifou Camara, les décisions bien avant son procès dans une affaire qui l'opposait à une autre camarade syndicaliste qui est aussi membre de la FSPE, on a vu du côté du tribunal de première instance de Mafanko le verdict qui est tombé. Oui. Le camarade a été condamné avec sursis et puis autant qu'il avait passé en prison, je crois 2 semaines environ. Et depuis ça, Salifou Camara fait profil bas. Et bien avant ce procès, il y a eu une sanction qui est tombée du côté de la CNTG, qui est la centrale mère de la FSPE, la CNTG dirigée par Amadou Diallo, qui a exclu Salifou Camara de toutes ces instances nationales et même internationales. Ce qui veut dire que depuis, Salifou n'est pas le premier secrétaire général à la tête de la FSPE et la CNTG a choisi Al-Gassim Oubari en tant que secrétaire général par intérim. Et vous-même, Yamoussa Younoussa Camara, vous avez subi la même sanction, vous avez aussi été sanctionné au même titre que Salifou Camara, exclu. Et aujourd'hui, vous parlez de cette même structure syndicale au nom de la FSPE. Vous parlez au nom de quelle structure aujourd'hui? Quel est l'effet de cette exclusion, de cette sanction sur votre secrétaire général qui est Salifou Camara et vous-même sont chargés de communication et porte-parole? Merci, camarade Yam Sachek. Permettez-moi de vous appeler comme ça, camarade. On est tous camarades dans ce studio. Je vous dis que cette décision qui a été prise par la CNTG a été une honte syndicale. En aucun cas, dans nos fonctionnements, qu'un secrétaire général élu par la base ne peut être exclu par une décision. Salifou, bien sûr, je vous ai toujours dit que chacun de nous a 2 personnages. Il y a la personne morale et la personne physique. C'est la personne physique de
camarade Salifou qui avait failli, qui avait fait quelque chose qui était contraire au principe. Il a été jugé en tant que Salifou, personne physique. Vous reconnaissez cela? Oui. C'est une faute morale. Oui. Très bien. Je dis, par rapport à sa personne physique, écoutez s'il vous plaît. Très bien. Mais qui doit impacter fortement sa personne morale. Qui n'a rien à voir avec sa personne morale. C'est lié. Au sein de la FSPE, camarade Salif Kamara incarne une personne morale. Général Amadou qui est à la tête de la CNTG, si sa personne physique faillit quelque chose avec la loi, il arrange ça avec la loi. Mais en tant que secrétaire général à la tête de la FSPE, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une honte syndicale. Et la preuve, après le souci, la FSPE a adressé une lettre-réponse. Certainement, vous avez parcouru ça. Dans laquelle on avait dénoncé les dérives graves de la CNTG à la tête de camarade Amadou Diallo. Quand on a même adressé la même correspondance à l'international, vous avez vu tout récemment tout à l'heure, le soutien inconditionnel de nos partenaires de la sous-région à l'international, ça ne fait que venir. C'est pour prouver aux gens aujourd'hui que le syndicalisme en Guinée, le syndicat en Guinée, les structures syndicales sont malades. Il faut honnêtement une refondation. Parce qu'on commence à constater que le patriotisme commence à prendre fin. Au lieu d'avoir des patriotes, on commence à constater des patriotards dans le syndicat. Il faut qu'on en finisse avec. Il faut des gens qui connaissent très bien le métier. Il faut que les gens qui fonctionnent sans émotion. Camarade. Il y a trop de populisme. Camarade, vous allez nous permettre de... Voilà, de vous poser nos questions. C'est vrai, on voit que vous êtes aujourd'hui, vous refusez quand même... Non, je m'exprime avec un cœur serré. Ça me fait mal. Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire mon organisme fonctionnait comme la politique. C'est grave. C'est quand même ça a très remonté ce matin. C'est qu'aujourd'hui, à vous entendre, on voit une personne, disons, très abattue par toutes ces crises quand même qui frappent, disons, le monde de l'éducation en général et en particulier la FSEP. La SPE. Voilà, évidemment, j'y arrive, merci. Vous avez du mal à reconnaître ce bicéphalisme aujourd'hui, mais c'est une réalité et vous le confirmez par endroits. Et comment vous, de votre côté, cette version Salifou Kamara, vous parvenez réellement à faire vos activités? Merci camarade, c'est très simple. C'est comme vous le dites, pour moi, il n'y a pas une version Salifou Kamara. La FSPE élue pour un mandat de 5 ans par la base, c'est bel et bien la FSPE dirigée par camarade Salifou Kamara. Jusqu'à la preuve du contraire. Nous, après avoir purgé sa peine de sursis, vous avez vu le week-end passé, quand il a décidé de reprendre les activités, la base a décidé à ce qu'on fasse une assemblée générale. On a fait venir tous nos secrétaires généraux de l'intérieur jusqu'à Conakry. Vous l'avez tenu où? L'événement, il est où? Oui, on a ici, ouais. Oui, au siège de la SPE? Ouais, même Kavi. S'il vous plaît. Le siège social. S'il vous plaît. C'est toujours le même. Écoutez, laissez-moi vous dire. C'est la reprise des activités. On a tenu ça dans une école de la place. Et où est le siège? S'il vous plaît, laissez-moi vous dire. C'est une précision très importante. Oui, non, pour le moment, s'il vous plaît, pour le moment, compte tenu de la situation, compte tenu du moment, on n'a pas voulu en découdre avec d'autres fractions de la FSPE. Sinon, la base avait décidé, s'il vous plaît, avait décidé à ce que l'Assemblée soit tenue au siège. Vous comprenez? En français facile aujourd'hui, laissez-moi terminer. Vous avez posé une question. Oui, évidemment, c'est important. On a besoin de précisions. On a besoin de précisions. Les précisions là. Attendez, je vous pose juste en français facile aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, moi je n'ai pas ma langue dans ma poche. Monsieur Kamara, posez tout ce que vous avez comme question. Je serai disposé à répondre. Vous voulez qu'on vous pose ces questions? Je dis. À vous entendre ce matin, il y a en français. Très facile, ça veut dire aujourd'hui que les locaux de votre siège sont occupés par l'autre version d'Algassimou Bari. Non, je ne réponds pas comme ça. Nos locaux sont enveloppés, s'il vous plaît, si c'est pas que le français facile, cadenassés, pris en otage par la CNTG. Vous savez, le siège de la FSPE se trouve dans l'enceinte de la CNTG.
D'ailleurs, je rappelle. Donc à la Bourse du Travail. À la Bourse du Travail. La CNTG a tendance à faire croire à toute la structure syndicale aujourd'hui que le siège de la Bourse du Travail est une propriété privée de la CNTG. Je dis non. C'est la maison commune de toutes les fédérations, de toutes les centrales, de tout le mouvement syndical. Donc toutes les fédérations ont le droit de siéger là-bas. Donc notre siège se trouve là-bas. Pendant la condamnation de Général Salifou, la CNTG s'est permis de changer celui de toutes les portes de notre bureau. Donc pour ne pas aller casser, créer des bruits, en attendant, la première assemblée a été tenue en dehors de notre siège. Alors, ça je vous dis la cause, ça c'est la raison. Maintenant je continue maintenant. C'est qu'il y a de fonctionnement. On a réussi à faire venir tous nos secrétaires généraux de l'intérieur. On a siégé, ils ont fait une déclaration. Ils ont réitéré leur solidarité au camarade secrétaire général Salif Camara. Et c'est la reprise. Donc on a commencé à mener des activités. Les jours à venir, vous allez voir comment nous allons débarquer à la CNTG pour récupérer notre siège. Vous allez débarquer à la CNTG. On va débarquer avec force spéciale. Oui, avec force spéciale. C'est pas une menace, c'est notre siège. La base, c'est nous qui avions dit à la base le week-end passé, attendez, on va tenir l'Assemblée générale ici, après ça on aura un moment où nous allons partir récupérer notre force spéciale parlez-vous? C'est la force spéciale syndicale. C'est en français facile. C'est pas l'unité. S'il vous plaît, la force spéciale syndicale. Merci. Parce que syndicalement, c'est la base qui est souveraine. C'est la base qui est la force spéciale syndicale. Voilà, l'heure est grave, d'accord. Merci pour la précision, camarade. La question, vous soutenez ici, même si on ne connaît pas votre position jusqu'ici, puisque premièrement, vous dites qu'il y a une seule structure syndicale FSPE, et deuxièmement, vous parlez des autres fractions, d'accord c'est vous qui m'avez poussé à parler d'autres fractions, parce que non, c'est que Al-Gassimo est l'adjoint. Je fais des écouter, je pose ma question. Jusqu'à la preuve de contraire, par rapport au congrès, il est l'adjoint de Salfou. Alors je pose ma question. Donc quand le titulaire est présent, vraiment le suppléant doit dégager. Alors je pose ma question. Si Salifou Camara reste l'unique secrétaire général de la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation, pourquoi on ne va pas Salifou Camara dans les négociations entreprises entre le gouvernement et la plateforme syndicale et l'inter-syndicale de l'éducation au nom de la FSPE? Merci. Je réponds facilement à votre question. Toute structure, que ce soit syndicale ou autre, quand le premier responsable est à faire avec la justice, pour ne pas que la structure reste sans fonctionnement, on prend l'adjoint comme intérimaire. C'est le bureau national qui avait même décidé à ce que Al-Gassimo soit l'intérimaire jusqu'à ce que la sanction ou la condamnation prenne fin. Donc, il est venu pour remplacer la structure, en attendant que le titulaire, le premier responsable, revienne. Donc, ça, c'était pas compliqué. Mais les négociations ont commencé pendant qu'il était là. Il y a un protocole, s'il vous plaît, il y a un protocole de négociation pour la fonction publique. S'il vous plaît, laissez. Camarade. Non, ici, on discute. Oui, on discute. Voilà, vous souffrez de côté les gens. Sur le protocole de négociation, le nom de Al-Gassimo qui est mentionné. S'il vous plaît. Et on sait pertinemment qu'il est le deuxième responsable de la FSPE. Donc, il était là-bas pour attendre que le responsable véritable soit là. C'est là la base à ce qu'il soit remplacé sur la table de négociation. Parce que le titulaire est là, le temps il était là, il était temporaire, donc il n'a qu'à quitter. Alors que le véritable c'était si je comprends bien, vous dites aujourd'hui, c'est-à-dire de façon silencieuse et de façon voilée, que vous avez été dupé. Doublé. Comment doublé? C'est-à-dire par Al-Gassimo qui a été finalement, et c'est comme si c'était un coup. Al-Gassimo ne s'est pas porté là-bas volontairement, il a été proposé par nous. Vous l'avez porté. Il a été proposé par nous parce que, s'il vous plaît, la structure ne pouvait pas rester comme ça sans représentant. Et quand on parle de l'intersyndical, on parle des représentants. C'est ainsi qu'on a décidé, le bureau national, de mettre son nom qui nous représente.
À quelle occasion? Oui, à travers une assemblée parce générale. que Salfo, il était sous pris part à l'assemblée générale chez vous? Il était sous sanction, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais répondez à la question. Il était sous sanction. Oui. Donc le bureau national a demandé à ce que... Je parlais de vous en personne. Non, mais ce n'est pas ma personne qui vous intéresse. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'interne. On parle de leadership de l'intersyndicat. Écoutez, moi je ne suis pas quelqu'un de nouveau dans le syndicat. On est d'accord sur tout ça. On est d'accord sur tout ça. Je suis un élu. Je ne suis pas un nommé comme Al-Gassim est en train de faire aujourd'hui. Je suis élu par la base. Et lors du congrès, personne n'a osé m'affronter quand je suis sorti pour ma candidature. Pour vous dire que je suis un communicant puissant. Alors, Al-Gassimou ne se voit pas comme deuxième personnalité aujourd'hui de la FSPE, même si vous le décrivez ainsi, comme quoi il est la deuxième personnalité, puisque Salifou aujourd'hui a fini de purger ses peines. Sauf que Al-Gassimou se considère comme, à partir de maintenant, le secrétaire général, c'est-à-dire le numéro 1 de la FSPE, et menace même de porter plainte contre Salifou Camara et ces éléments qui sont sous sanction de la CNTG. Comment vous avez accueilli cette sortie récemment d'Al-Gassimou Bari qui menace de porter plainte contre le camarade Salifou Camara pour usurpation de titre? Merci. Je vous dis que cette question de se considérer comme le secrétaire général de la FSPE est un coup d'état syndical. C'est de la rébellion. Ça me fait plaisir de voir Al-Gassimou aujourd'hui porter plainte contre nous, contre le général Salifou. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. Les textes sont là. Commençant par le BIT. Tous nos textes et règlements, que ce soit au sein de la FSPE ou bien de la CNTG, quand vous prenez nos textes et règlements dans son article, même au BIT de 87, 98, 198, tout est clair. Le secrétaire général élu par la base reste et demeure toujours le premier responsable de la structure jusqu'au nouveau congrès. Donc vouloir se donner le pouvoir de représenter la FSPE aujourd'hui, c'est une tentation, c'est une tentative de coup d'état syndical, mais soutenu, orchestré par la CNTG, on connaît. Mais je vous dis, il nous trouvera devant lui avec les deux pieds fermes. Ça ne marchera pas. La base a déjà haussé le ton. On va le couper du souffle. Il ne va pas avancer. La preuve en est que dans les jours à venir, on va le faire quitter sur la table de négociation. Salifou va reprendre sa place et que les choses continuent. La raison pour laquelle les enseignants de la FSPE ne se retrouvent pas, ne se reconnaissent pas dans la déclaration de Al-Gassimou. Par conséquent, ils ne sont pas prêts à suivre la grève tant que le secrétaire général est légalement élu à la personne de Salifou Camara ne revient pas sur la table de négociation. On se désolidarise clairement de la déclaration de Al-Gassim parce que c'est une dérive syndicale, c'est un coup d'état syndical, c'est de banditisme syndical, ça ne marchera pas. Alors, cette question de précision, vous souffrez de nous poser des questions très simples. Alors, aujourd'hui, vous dites que c'est un coup d'état, selon vos propres mots. Coup d'état syndical. Justement, soutenu, entretenu par la CNTG. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'interne, au niveau de la FSP version Salifou Camara, vous avez tous les membres au complet qui composent votre bureau exécutif? Oui, s'il vous plaît, là, on a la majorité. Vous savez, syndicalement, c'est la majorité. Le bureau national, on a la majorité. Hein? Vous avez vu les dernières sorties de Al-Gassimou. Il a relu les contractuels communaux non retenus. Ce sont eux qui sont autour de lui. Et vous avez vu l'autre assemblée ici. On avait les éléments du bureau national qui sont venus de l'intérieur. Vous dites avoir la majorité, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des... Oui, bien sûr, on a la majorité. Qui ne sont plus là. Une majorité relative. Oui, non, que ça soit relative, on a la majorité et on a toute la base, s'il vous plaît. On a non seulement la majorité de bureau national, on a également aussi toute la base de Conakry jusqu'à Youmou. Ils ont fait même une pétition. Vous avez vu peut-être cette pétition. Quand ils sont venus pour l'Assemblée, on a dit, écoutez, vous êtes là pour l'Assemblée, faites-nous signer une pétition. Ils ont signé la pétition pour manifester leur solidarité. Alors, vous avez la base, vous avez la solidarité. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui bloque pour le retour de camarade Salifou Camara. Mais rien ne bloque. Il est déjà pris service.
il a déjà pris service. De par quelle manière? Non, mais c'est pas par autre manière. Il était sous sanction judiciaire, il était sur condamnation judiciaire. Ça a pris fin. Il était sous sanction judiciaire, il était sous sanction syndicale. Non, la sanction. La CNTG n'a aucun pouvoir, n'a aucune possibilité, n'a aucune attitude de sanctionner ou de mettre dans ses fonctions un élu syndical. Comprenez cela, il faut qu'on enseigne. Vous êtes des journalistes, vous êtes des investigateurs. Allez-y fouiller dans nos articles, voir est-ce qu'il y a un article ou bien il y a un règlement qui parle de révocation d'un syndicaliste élu par la base. Il a été destitué à travers un congrès extraordinaire dirigé par certains de vos collègues. C'est à l'issue de ça qu'il a été tenu où, s'il vous plaît? À la présentation. Vous savez très bien. Portez plainte contre vous. Vous savez très bien. Écoutez, c'est à l'issue des allégations en face de moi. De quel congrès? De quel congrès, mon frère? Nous avons discuté. C'est une accusation. Nous avons discuté. C'est le président sortant d'ailleurs qui organise un congrès. Que ce soit extraordinaire, soyez ordinaire. Soyez courtois. Si le président sortant n'organise pas un congrès, le congrès reste nul et fait. Souffrez de nous écouter. Oui ou non, la FSPE, version Al-Gassimo, avait tenu une assemblée générale extraordinaire actant la destitution de Salif Camara. Oui, ils ont tenu ça où et quand? C'est ce que je vous ai dit. On ne peut pas poser. Moi, je vous pose la question. Répondez après. Non, le Bureau national n'a jamais organisé un congrès extraordinaire dans lequel il décide de remplacer Salif Camara. D'ailleurs, je vous apprends, syndicalement, je vous dis, chez nous, il n'y a pas coup de temps. C'est Al-Gassim. Vous êtes dans le déni. S'il vous plaît, je dis, il ne doit pas y avoir un coup d'État. D'ailleurs, chez nous, syndicalement parlant, même quand vous n'aimez pas la tête, quand vous n'aimez pas la tête des responsables syndicaux, vous n'êtes pas autorisé à le démettre de ses fonctions. Vous attendez jusqu'à la fin de son mandat pour pouvoir voter contre lui. C'est comme ça. Alors, moi, je le président sortant, le parlons du cas du siège aujourd'hui. Pour ne pas quand même aller sur le terrain ou à l'affront, disons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas changer de fusil d'épaule, faire comme le SLEG, trouver un autre siège à part? Non, c'est impossible. Ce n'est pas une propriété privée de la CNTG. La CNTG ne peut pas nous empêcher d'occuper notre siège. Je vous dis le moment venu, comme on est dans une période électorale. S'il vous plaît, voici la raison. Quand la base était là, ils avaient décidé d'aller... 30 secondes. 30 secondes. Donc, la base avait décidé d'aller débarquer là-bas pour occuper le siège. On a dit attention, pour ne pas aller en affront. Nous préférons que vous patientez. On est dans une période électorale. On ne veut pas maintenant qu'il y ait de bruit parce qu'il est possible d'interpréter ça autrement. C'est la raison pour laquelle on a freiné d'abord la base. Mais au moment venu, nous allons débarquer pour récupérer notre siège. Parce que ce n'est pas une propriété privée de la CNTG. Cela fait un peu longtemps quand même qu'Al-Gassimou occupe les ce n'est pas Al-Gassimou, la personne d'Al-Gassimou, s'il vous plaît. Al-Gassimou est manipulé. Al-Gassimou est alimenté. Al-Gassimou est soutenu par un clan qui est en train de détruire le mouvement syndical guinéen. Des retraités qui sont là-bas à la CNTG. Une CNTG composée à 90% des retraités dans des conditions normales. Selon la loi guinéenne, dans son article 39, général Amadou Diallo ne doit pas être là où il est aujourd'hui. C'est bien, on vous a compris. Merci, on vous a largement compris, camarades. Merci pour tous ces coups administrés sur nous. Merci, on vous a compris largement. Nous marquons une petite pause. On revient pour poursuivre cette émission, Le Scanner. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité.
Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV.
Dernière ligne droite de cette émission, le scanner. Merci de nous suivre un peu partout. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme du média du développement sur le continent. L'actualité reste toujours marquée par la crise Bissau-Guinéenne où le président Umaru Sissoko Embalo a été renversé par une putsch militaire mercredi dernier. Coup d'État pour certains, une simple mise en scène pour d'autres. De quoi créer une apparente dualité entre le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Arrivé jeudi dernier sur le sol sénégalais, Embalo n'aura fait que 24 heures avant d'arriver au Congo-Brazzaville où il compte désormais s'y installer. Question, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pourra-t-elle cette fois-ci affirmer son autorité ou tout simplement confirmer son inexistence? Le décryptage à suivre avec vous, Mohamed Loba. C'est une question très difficile aujourd'hui à répondre, connaissant la position déjà de ces organisations, notamment continentales. Vous parlez de la CEDEAO, vous parlez de l'Union africaine. Vous allez comprendre que déjà cette communauté, disons, a déjà pris position vis-à-vis de ce coup d'État orchestré en Guinée-Bissau le 26 novembre passé. Et ce qu'il faut retenir par rapport à cela, il y a aujourd'hui beaucoup, disons quand même, des versions qui soulèvent assez d'interrogations sur la crédibilité même du coup d'État en question. Vous avez vu, il y a des anciens présidents aujourd'hui qui s'interrogent sur la crédibilité de ce coup d'État. Et si vous regardez aujourd'hui de la manière dont la chronologie même des faits, vous allez comprendre qu'il est légitime aujourd'hui de se poser pas mal de questions sur la nature du coup d'État, sur sa crédibilité, sur le sort du président, disons, déchu, et également l'avenir des généraux aujourd'hui qui sont à la tête de ce petit pays par sous-préfet. Et par ricochet, l'avenir de la Guinée-Bissau. L'avenir de la Guinée-Bissau. Oui. On comprendrait avec moi que tout a commencé, disons même bien avant l'élection présidentielle l'élection présidentielle du 23, je crois que c'était 23 octobre. 23 novembre. Novembre, pardon, du 23 novembre. Bien avant, 2 semaines ou une semaine avant, il y a cette annonce qui a été faite par, disons, l'armée qui disait avoir déjoué une tentative de subversion. Et vous connaissez c'est quoi une tentative de subversion? Ça veut dire une tentative, disons, de coup d'État, en français facile pour être un peu plus clair dessus. Donc déjà, les esprits étaient préparés pour beaucoup d'observateurs par rapport à ces citoyens-là pour dire attention, tout peut arriver à tout moment par rapport à ce processus électoral. Justement. Et nous sommes allés dans ce processus électoral vers son dénouement qui s'est soldé quand même, disons, par un double scrutin, notamment cette présidentielle greffée aux législatives. Ça s'est bien passé selon les membres des différentes commissions d'observation envoyées notamment par la CEDEAO, par l'Union africaine. En tout cas, quand même, selon les différents rapports que nous avons pu lire, il n'y a pas eu d'incident majeur qui pourrait entacher les résultats, disons, de cette élection majeure. Parlons de la présidentielle. Laissons de côté les législatives, même si aujourd'hui, il faut dire quand même que ce processus électoral avait été, disons, suspendu par les généraux. Les législatives sont tous aussi importantes. Hein. Oui, non, bah, enfin. Avec le système Bissau-Guinéen. On parle. C'est ce qui a même d'ailleurs, disons, de par endroit qui pourrait envoyer ce coup d'État pour beaucoup d'observateurs parce que la cohabitation était très difficile entre le président sortant, aujourd'hui le président déchu, et disons son principal challenger qui n'a pas pu prendre part à cette élection. On a dit que c'était une candidature par, disons, dérogation, par procuration, faite par, disons, par Simon Domingo Pereira, et finalement qui a soutenu le candidat Fernando Diaz da Costa. Nous connaissons l'ampleur des choses, nous connaissons le poids politique de chacun de ces différents candidats. Si vous prenez Embalo Sissoko, si vous prenez monsieur Pereira Domingo Simon. Donc vous allez comprendre, déjà lui il est ex-premier ministre en Guinée-Bissau, il connaît très bien, c'est l'opposant historique, dit-on, de la sphère politique bissau-guinéenne. Donc c'était quelqu'un qui n'est pas
a présenté, et c'était le candidat redoutable quand même. Le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition par ricochet, le candidat qui pouvait se tailler, qui pouvait titiller, c'est-à-dire du point de vue urne, du point de vue électoral. Embalo. Donc nous avons vu comment il a été écarté et quels sont les motifs évoqués par la Cour suprême. Et finalement, il y a eu élection à quelques heures, disons, à quelques heures de la proclamation des résultats définitifs, enfin ne serait-ce des résultats, il y a eu ce coup d'État qui a été annoncé le matin du 26 novembre 2025. Un coup d'État qui serait orchestré par le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale, de l'ordre public, qui dit avoir décidé de destituer immédiatement le président de la République et jusqu'à nouvel ordre de fermer toutes les institutions de la République de Guinée-Bissau et suspendre. Annonçant ainsi la fin, disons, du processus, en tout cas quand même suspendant le processus électoral et également le président Embalo. Le président Embalo a été celui qui a informé en première position, attention, appelant des journalistes, nos confrères de Jeune Afrique dans un premier temps, et après RFI pour dire je suis curieux. C'est très curieux. Vous voyez, la curiosité est partie de là. C'est pourquoi aujourd'hui certains parlent de scénario cérémonial. Donc vous allez comprendre de quoi s'agit. Il y a cette première annonce qui a été faite par le général Denis Nkancha, qui est, il faut le dire, chef de la maison militaire du palais de la République, un homme aussi de l'intérieur, donc bien avant ce coup d'État, un autre homme, disons, de Embalo. De l'autre côté... Et la précision, c'est lui qui a lu le communiqué. C'est lui qui a lu le communiqué, c'est-à-dire... Dès après, oui, c'est ce que j'ai dit. Dès après les coups qui ont quand même, disons, ressenti auprès du palais, c'est lui qui est sorti pour faire ce communiqué. Et après ce communiqué-là, il y a quand même l'autre événement qui a suivi. C'est, disons, l'investiture, si on peut le dire comme ça, de façon très sobre, l'investiture du général Ntam aujourd'hui, quand même, évidemment, Horta Ntam, qui est aujourd'hui quand même le nouvel homme fort de la Guinée-Bissau. Et dans quel contexte? Dès après, il a quand même lié l'acte à la parole, il a procédé directement à la nomination d'un premier ministre. Qui? D'un premier ministre qui, on dit, le directeur, il s'agit d'abord du directeur de campagne d'Embalo, un proche, très proche d'Embalo, qui a été également ministre des Finances, si je ne m'abuse, d'Embalo, donc un autre homme fort du président déchu qui a été nommé premier ministre. Et nous savons qu'en Guinée-Bissau, comme d'ailleurs dans plusieurs pays de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest, avoir la primature, il ne s'agit pas de faire escalader ou de mettre quelqu'un qu'on ne connaît pas, de quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, et cela a également amené les uns et les autres à se poser d'autres questions. Certains le font, c'est-à-dire en murmurant, et d'autres le font, c'est-à-dire de façon dévoilée à visage découvert. C'est le cas de Sonko qui n'a pas massé, disons, qui n'a pas massé ses mots, et finalement la destination qui était prévue pour l'homme, c'est vu, bon, enfin, ce que nous connaissons aujourd'hui, il n'a pas pu rester quelques heures après, il est parti pour la République du Congo. Donc, ce sont des interrogations aujourd'hui que nous faisons. Sur la crédibilité de ce coup d'État. C'est un pays aujourd'hui, une nation très coutumière des coups d'État. On parle de 16 ou 17 tentatives de coups d'État, de moins 4 ou 5 réussis. 5 désormais. 5 désormais réussis pour ce pays, disons, qui quand même est voisin à notre pays, notre pays, la Guinée. D'autres inquiétudes ou d'autres interrogations, c'est la sortie quand même de l'ancien président, disons, comment il s'appelle, Nigérian, Goodluck Jonathan, qui dit clairement, c'est-à-dire, ce que d'autres disent,
très bas. Il a parlé de scénario cérémonial. Et aujourd'hui, si vous regardez la nature des nominations au sein de ce gouvernement-là, vous allez comprendre que c'est comme si c'était un terrain préparé, parce qu'il y a bien avant même les élections, parce que c'était des scrutins couplés, il y a Embalo qui disait qu'il ne va pas laisser le pays, comme l'avait fait Alpha Condé, dans les mains des bandits. Donc finalement, est-ce qu'il a mis à exécution ces différentes menaces-là? Finalement, on ne sait plus aujourd'hui, est-ce qu'il faut croire à un réel coup d'État ou à un scénario cérémonial? Bien. Complot des palais ou pas, Embalo n'est plus président, Yam Sachet. Il n'est plus président, mais son nombre continue d'exister. Il n'est plus président, mais son nombre continue d'exister en Guinée-Bissau, puisque Mohamed Ba l'a rappelé tout à l'heure, il ne faut pas peut-être revenir en arrière. Historiquement, on sait comment ça s'est passé, comment cette élection couplée a été organisée, quelle a été vraiment l'enjeu et les déclarations prématurées de remporter la victoire entre les partis, Embalo et le principal challenger qui est Fernando da Costa, justement. Et puis, depuis l'investiture sobre du général Hortan Tam, la formation du gouvernement donc de la transition, et dans ce gouvernement on apprend même qu'il y a des frères d'Embalo qui occupent des postes ministériels de haute fonction, oui, même des postes de haute fonction, donc des postes ministériels. On parle du ministère de l'administration du territoire qui est géré par un de ses frères, donc un autre ministère très stratégique. Voilà, le ministère de l'environnement aussi géré par un autre Embalo également, Sissoko. Et donc ça pose des questions, et aujourd'hui ça donne raison à tous ces observateurs qui sont allés, qui parlent, ou même à tous ces observateurs, je vais dire, qui parlent de coup d'État cérémonial. Donc ça donne raison à toutes ces personnes-là, à tous ces observateurs, si Embalo était une menace, puisque il faut quand même raisonner le coup d'État par un certain nombre de raisons. Soit le président en exercice de pouvoir n'arrive plus à satisfaire les aspirations du peuple, et donc si ce président ne peut plus faire l'affaire du pays, il faut vraiment l'évincer de son fauteuil présidentiel afin de mettre en place un gouvernement de transition. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, mais sauf que le coup d'État qui s'est récemment passé en Guinée-Bissau ne donne pas cette image-là, puisqu'on en a vu. Et depuis, c'est l'homme lui-même qui a alerté la communauté internationale, même et internationale, la presse étrangère également. Et tout ce qu'on a suivi, c'est d'où est parti de nombreux doutes de la part des observateurs. Alors, les commissions d'observation qui sont passées aussi lors du vote, tous sont convenus comme quoi c'était un vote calme, donc avec moins d'incidents, pour ne pas dire pas d'incidents, mais sauf que le coup d'État est venu remettre tout cela en cause. Le coup d'État simulé par Umaro Sissoko Embalo, ça se justifie aussi par cette descente musclée des forces de sécurité, d'accord, bissau-guinéenne, au niveau des sièges des partis d'opposition. Notamment la garde nationale. La garde nationale, justement. Donc, le samedi dernier, d'ailleurs, le parti PAIGC de Simon Gomez Pereira a subi une descente de la garde présidentielle. Le parti également, le siège, même le quartier général du principal challenger qui est Fernando aussi, a subi le même coup, et le siège de son parti et son quartier général d'ailleurs. Donc il y a eu des descentes de la part de l'armée, et selon les indiscrétions, l'objectif c'était d'introduire de façon frauduleuse des armes qui ont été annoncées par l'armée, puisque ça a été quelque part une des motivations, Yahya, de ce coup d'État. Alors, pourquoi faire des descentes musclées au niveau des sièges de ces formations politiques-là? Qu'est-ce que ces opposants
ont fait, on se pose des questions puisqu'ils n'étaient pas au pouvoir au moment du coup d'État. C'était Embalo. Et Embalo, d'ailleurs, qui avait réussi à être exfiltré de la Guinée-Bissau, direction aujourd'hui Dakar. Dakar, là où il n'a pas pu passer plus de 24 heures, puisqu'on a connu la position tranchée du Premier ministre sénégalais qui est Ousmane Sonko, qui, comme Jonathan Goodluck, l'ancien président nigérian, n'est pas d'accord de ce coup d'État ou ne voit pas comme tout le monde, ou qui pense que ce coup d'État c'était juste un coup d'État figurant. Donc aujourd'hui, tout le monde pense que ce n'était pas un vrai coup d'État, c'était un coup d'État orchestré par Embalo lui-même, chose qui a précipité aussi le départ même précipité d'Umaro Sissoko vers Kinshasa de l'autre côté. Brazzaville, je vais dire, pardon, Brazzaville, Congo-Brazzaville. Chez son père spirituel. Chez son père, Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, peut-être Umaro va passer son exil au Congo Brazzaville, qui sait. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout porte à croire qu'il fréquente régulièrement. Tout porte à croire que ce coup d'État a été décrié et les anciens présidents et les anciens, je veux dire, chefs d'État et certains premiers ministres et même des présidents des commissions d'observation de l'Union africaine et même de la CEDEAO, tout le monde converge en disant aujourd'hui que c'est pas un vrai coup d'État. Vrai coup d'État ou pas, en tout cas ce qui est sûr, Umaro Sissoko a pu peut-être faire son deal. Et aujourd'hui, on est en train de voir sa famille qui est en partie en train de bénéficier des nominations sur la terre bissau-guinéenne. Très bien. Alors aujourd'hui, les regards sont arrivés vers tous les regards d'ailleurs. Vers la CEDEAO, qui est attendue ce lundi, 1er novembre. Voilà, exactement. Une mission costaud composée du président en exercice de la CEDEAO, Julius Maada Bio, le président sénégalais, togolais, capverdien. Pour les représentants. Même s'il faut quand même dire que le départ de cette mission a été reporté pour une fois. Et donc, ce lundi encore, peut-être que la CEDEAO a pu retrousser ses manches pour peut-être essayer de colmater toutes les brèches afin de pouvoir décider quelque chose en ce qui concerne le sort de la Guinée-Bissau. Alors, Mohamed, on s'est posé la question, la crise bissau-guinéenne divise l'exécutif sénégalais. Oui, effectivement, vous avez vu la sortie d'Ousmane Sonko qui n'a pas été anodine, Ousmane Sonko qui n'est pas parti, disons, qui n'a pas presque... allé au dos de la queue. Évidemment, il a tout de suite répondu sur la question, et comme on vient de le rappeler, il est parti comme pour bon nombre d'observateurs pour dire haut ce que d'autres disent très bas. Absolument. Et par rapport à cette sortie-là, Ousmane Sonko a clairement dit que tout le monde sait que ce qui s'est passé en Guinée-Bissau est une combine. Le processus électoral doit aboutir et les résultats doivent être publiés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la question qu'il faille se poser, est-ce que, comment il s'appelle, Embalo a eu peur de la publication des résultats? Parce que n'oubliez pas, dès après la tenue de ce scrutin, notamment, il faut parler de la présidentielle, parce que c'est dans ça est sorti le coup d'État. Chacun des deux candidats, c'est-à-dire principaux, a revendiqué sa victoire. Tout à fait. Parlons de Fernando Diaz da Costa qui a revendiqué sa victoire. Fernando qui a été une candidature, disons, faite par procuration. Nous le savons tous comment ça s'est passé pour qu'il se retrouve là et quels sont les motifs qui ont été quand même évoqués pour écarter, disons, son parrain. Et c'est pour le coup de pouce électoral du PACIZC. C'est ça, parce que c'est le parti historique en Guinée-Bissau pour ceux qui ne savent pas, et c'était la première fois depuis 1974, date d'accession de ce pays à l'indépendance, que cette formation politique ne participe pas à une élection majeure à une élection majeure. Et nous avons compris, et lui également a voulu quand même, disons, faire du PASTEF, disons, de ce côté-là. Il a parrainé Fernando Diaz, il a misé sur lui, et pour lui c'était une cote quand même qu'il ne fallait pas perdre. Si lui ne participe pas, il fallait quand même faire participer quelqu'un. Alors il a misé sur l'homme et il y a mis tout son pouvoir pour parvenir quand même à conquérir, c'est-à-dire le pouvoir
par les urnes. Et ça a failli porter. Hein. Oui, ça a failli porter selon beaucoup d'indiscrétions aujourd'hui. Kembalo a eu peur quand même de publier ses résultats qui n'étaient pas en sa faveur. Et finalement, d'ailleurs même que Fernando Diaz l'avait anticipé en se déclarant lui-même candidat. Et pour lui, en s'attribuant plus de 60%. S'attribuant plus de 60% pour être précis. Je crois que c'était aux alentours de 63%. Ouais, 65 pour Ambalo aussi qui avait réclamé sa victoire. Donc il fallait pour lui aller quand même d'un autre cran. Pour Ambalo, il a dit clairement 65% pour lui. Il n'y avait pas, c'est-à-dire il n'y avait pas d'adversaire pour lui. Donc finalement, l'autre question, c'est la manipulation des résultats dont ces généraux-là ont fait cas. On parle d'une manipulation des résultats qui n'étaient même pas encore connus. Les résultats n'étaient pas connus. C'est pourquoi il faut attendre la publication, parce que là, il y a un point d'achoppement, mais c'est là toute la question. Pendant que certains s'élèvent pour exiger la poursuite du processus électoral, au niveau de la CEDEAO, le coup d'État est déjà acté. On parle de la reprise du processus électoral et le retour à l'ordre constitutionnel. Vous voyez, donc une position diamétralement opposée. Je crois que ce qui pouvait peut-être parfaire un peu la démarche de la CEDEAO, pour le moment l'Union africaine, enfin, la décision n'est pas encore comme ce qu'on peut s'attendre. Il s'agit des sanctions et surtout des retraits par moment, comme on l'a fait pour le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée, pour tous les pays en coup d'État. Les autres pays qui ont connu, disons, les coups d'État. Cette fois-ci, il faut dire quand même que l'Afrique commence à se réveiller. Les coups d'État se font de façon très civilisée. Donc, il y a des questions aujourd'hui quand même qu'on pose sur même la légitimité ou la légitimité, j'y arrive, de cette démarche de la CEDEAO. On parle d'un processus électoral qui n'a pas touché. La cohérence également et surtout aussi la transparence de cette démarche-là. Parce que ce coup d'État vient interrompre quand même un processus électoral en bonne et due forme, inachevé, dont les rapports même des commissions envoyées par cette organisation étaient quand même d'accord sur le fait qu'il n'y a pas eu d'incident qui pouvait entacher les résultats, la régularité du scrutin. Les résultats de ce scrutin. Donc il y a aujourd'hui des questions qu'il faille se faire à ce niveau-là et parler aujourd'hui d'une reprise totale de ce processus électoral arrive quand même à se dédire de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire exiger la publication des résultats de l'élection du 23 novembre. Et aujourd'hui, on nous parle d'une reprise d'élection, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de la reprise du processus électoral, il faut carrément reprendre le tout à zéro. Cela peut coûter et en budget, et en temps, et en énergie à un pays que nous connaissons très pauvre, parce que c'est une réalité. Il suffit juste de voir aujourd'hui la Guinée-Bissau pour comprendre jusqu'où que ces populations, ou les populations de ce pays-là, n'ont pas besoin, c'est-à-dire de tout ce que ce pays est en train de connaître. Absolument. Et il faut s'interroger, continuer à s'interroger sur la légitimité, la transparence et la légalité même de cette démarche de la CEDEAO qui est en train de se dédire. Très bien. Yam Sachek, à quoi peut-on attendre, puisque quand même ce lundi constitue justement pour la CEDEAO et pour les militaires au pouvoir en Guinée-Bissau une date cruciale. Il ne faut pas s'attendre à grand chose. On connaît déjà la position tranchée de la CEDEAO. Tout ce que la CEDEAO peut faire aujourd'hui, c'est d'appeler au retour à l'ordre constitutionnel, puisque chez la CEDEAO, il faut quand même le comprendre, le coup d'État, il est déjà acté. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui, au lieu de continuer à procéder aux appels de retour à l'ordre constitutionnel ou à la publication des résultats, moi, je me dis aujourd'hui avec ces militaires qui ont déjà confisqué ces résultats-là et qui aujourd'hui sont en train de faire inquiéter ces opposants aujourd'hui à travers cette descente musculée. Il faut se questionner sur la sécurité de ces acteurs politiques qui sont en Guinée-Bissau aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, c'est la question principale. La vie de ces gens-là est en danger. Ça fait partie des exigences de la CEDEAO aussi. Voilà, la vie de ces gens-là est en danger. Donc il faut d'abord mettre pression sur ces militaires-là, de libérer Simone Gomez Pereira qui est jusqu'ici en garde à vue et d'assurer la
sécurité de Fernando da Costa qui est jusqu'ici caché. On ne sait pas où il se trouve, mais il se dit qu'il est en sécurité. Et aujourd'hui, c'est le fondamental. Ce qui se passe, la CEDEAO, à travers sa mission qu'elle va déployer depuis ce lundi sur le terrain pour aller faire tout ce qui va se faire et prendre des décisions après, tant mieux. C'est très bien, mais il faut aussi exiger et faire de sorte que ces leaders qui sont restés au pays, qui ne peuvent pas sortir parce que jusqu'ici les frontières semblent être fermées, il faut le dire comme ça. Si c'est ouvert pour tout le monde sauf un ballot. Voilà, si c'est ouvert pour certains, mais c'est quand même fermé pour d'autres. Ils sont d'abord cloîtrés dans le pays là-bas, ils ne peuvent pas sortir. Certains sont inquiétés, ils ont des menaces d'arrestation jusqu'ici. D'autres sont en train d'ailleurs de payer de l'autre tribu. Je veux parler de Simon Domingo Pereira qui est entre les mains des militaires. Là, sa sécurité est en jeu et c'est le moment de taper du poing sur la table et de hausser le ton par rapport à leur sécurité. Camara, Mohamed, une toute petite précision, parce que dans le communiqué, le tout premier communiqué du commandement militaire, on avait quand même invoqué une possibilité d'une connivence entre un baron de la drogue au niveau de la Guinée-Bissau et certains hommes politiques. Il avait justement promis de poursuivre ces enquêtes-là, éventuellement mettre main sur ces présumés narcotrafiquants qui voulaient même, disons, atteindre la sûreté de l'État bissau-guinéen. Des narcotrafiquants dont l'identité, presque disons, n'est pas encore révélée. On parle de proximité. On parle de proximité. Donc pour le moment, il y a... Et ce sont des choses qu'il faut quand même prendre avec des pincettes. C'est une habitude. Ouais. Une habitude en Afrique, des enquêtes, souvent lors de ces événements, disons, des événements jugés majeurs, on prend des décisions, on fait des promesses, et surtout, la plupart des promesses quand même tournent autour de l'ouverture des enquêtes. On en a connu dans beaucoup de pays. Quand on arrive, on a envie de faire plus que le gouvernement précédent et finalement on fait pire que le gouvernement précédent. Pour le moment, c'est vrai qu'Embalo n'est pas encore au pouvoir. On a parlé de toutes les interrogations aujourd'hui autour même de la crédibilité de ce coup d'État. Il faut attendre aujourd'hui la décision que va prendre la CEDEAO à travers, disons, toutes ces personnalités-là vont prendre part à cette réunion. Mais pour le moment, il ne faut pas... Rapidement, Mohamed, on nous interpelle au niveau de la... Allez, moi j'ajoute ceci très rapide. Nous sommes pris par le temps. Très rapidement, il faut quand même dire que Yaya, le faux coup d'État est démasqué en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'armée a du mal. L'armée a du mal à justifier même ses preuves d'introduction d'armes. Et c'est ce qui justifie Guinée-Bissau. Je dis en Guinée-Bissau. Merci à vous, Mohamed Loba, par ailleurs directeur de publication de siaminfo.com du groupe Kavi Média. Merci à vous également, Yam Chachek, pour ce décryptage. C'est un plaisir, Yaya. Merci au peuple de Guinée. À la technique, Mamadou Diallo du côté radio. Au niveau de la télé, nous avons Mabinti Bangoura, Salimatou Sissé. À la réalisation, nous avons le responsable production, Moussa Dramé. Le tout sous la coordination du directeur technique Vaba Koyogi. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. À très vite.